va aborder maintenant le Togo, le comité de suivi. Conakry a-t-elle accouché d'une souris? On sait que la coalition des 14 et des représentants du pouvoir étaient à Conakry depuis le samedi dernier, où ils ont rencontré l'un des facilitateurs de la crise, le professeur Alpha Condé, avec le représentant du président ghanéen. Ils ont eu des discussions. Jusque-là, rien n'a filtré, sauf quelques informations éparses que l'on recueille sur les réseaux sociaux. En tout cas, Abel Clousset, le silence de ces deux délégations de leur retour, est-ce que ça veut dire quoi? Que la moisson n'a pas été à la hauteur des espérances? Oui, j'aimerais, si vous le permettez, placer 2 mots par rapport au sujet précédent. Premièrement, je ne suis pas pour l'amnistie, parce que le droit pénal, c'est quelque part également pour dissuader. Donc, il va falloir que cela donne leçon à tous ceux qui, dans le futur, vont vouloir s'écarter du droit chemin républicain. Et pour terminer, deuxième mot, c'est quelque part, pas quelque part, c'est féliciter le gouvernement togolais parce que j'ai fait un voyage au nord, au grand nord du Togo, et j'ai vu tout le système sécurité qui est déployé là-bas. C'est vrai que la plupart du temps, nous sommes à Lomé, nous ne voyons pas ce qui est déployé. Pour que, contrairement au nord Burkina, nous ne soyons pas frappés ici. Il y a des gens qui travaillent pour que nous soyons en sécurité, et on ne va pas dire qu'ils sont payés pour ça, pour ne pas les remercier. Il va falloir justement diriger un pays, c'est assurer la sécurité. Justement, il va falloir les remercier. Par rapport à ce que vous avez dit, on attend pour pouvoir véritablement faire des analyses basées sur des faits ou sur des réalités, une conférence de presse à la fois, ou ne serait-ce qu'un communiqué, à la fois ou soit de l'UNIR, de la coalition ou des facilitateurs. C'est ça qui est surprenant parce qu'à l'issue de la seconde réunion du comité de suivi, il y a eu un relevé de conclusion, mais là, c'est la 3e réunion du comité de suivi, il n'y a rien eu comme communiqué. Il n'y a rien eu comme communiqué. Et puis pour ne pas arranger les choses, ça ne s'est pas déroulé au Togo pour que les journalistes essaient d'arracher quelques mots qu'on pouvait interpréter aux acteurs. Ça s'est passé en Guinée et peut-être qu'il n'y a pas véritablement une synergie entre les journalistes togolais et guinéens, voilà, pour que les informations puissent passer. Donc, on attendra de voir. Maintenant, sur les réseaux sociaux, tout peut se passer. Vous savez, sur les réseaux sociaux, on ne peut pas distinguer un prix Nobel de la paix d'un repris de justice. Tout le monde envoie ce qu'il veut, ce qui lui passe parfois par la tête. Donc, c'est vrai, on a parlé d'une grosse colère d'Alpha Condé contre le gouvernement en place ou contre UNIR et tout. Ça peut être vrai comme ça peut être faux. Même au cas où c'est vrai, moi je me dis parfois de certains politiciens, il faut s'en méfier. Je l'avais dit, je ne suis pas sûr que c'est ici, ça doit être sur Radio de la Place. S'il faut être logique, il revient à Fonya Singbe d'être médiateur dans le pays d'Alpha Condé, dans la mesure où, depuis son élection, il y a eu au moins 98 morts dans les manifestations de l'opposition. Au Togo, je ne dis pas que je fais une comparaison de morts, mais je ne suis pas sûr qu'on est déjà à 98 morts. Et cela m'amène à dire, moi je suis un peu malaisé avec cette affaire de facilitation d'Alpha Condé. Maintenant, de la marmite noire sort parfois de la bouillie blanche. Si la facilitation d'Alpha Condé peut nous servir, je dirais en tant que Togolais, tant mieux. Georges Géraud, pour le moment, est-ce que vous pensez qu'Alpha Condé aura permis de faire avancer quelque chose? Au fait, comme le juriste vient de le dire, on n'a pas les éléments sous la main et tout ce que nous allons dire, c'est le fait des spéculations. Mais ce que moi je pourrais dire, si aujourd'hui il y a des annonces de manifestations, et si aujourd'hui il y a un silence radio, on ne sait pas quoi ça veut dire en réalité, et ça n'a pas bien marché au niveau d'Alpha Condé. Donc, bien marché pour qui? Bon, pour surtout l'opposition, la coalition, parce que si je me rappelle, ce qui bouillonnait, c'était la reprise du recensement et la place de l'UFC au Parlement. Donc, si aujourd'hui, je crois jusque-là, les gens ont annoncé les manifestations sur samedi prochain, ça veut dire que la facilitation, bien le comité de suivi n'a pas pris
beaucoup de choses en compte. Ils n'ont pas encore dit s'ils maintiennent ou non la manifestation. Oui, ils sont rentrés hier, peut-être qu'il faut qu'on attende. C'est pour cela que je dis, tout ce que nous dirons aujourd'hui, c'est des spéculations. Parce que normalement, ils doivent venir et situer l'opinion sur ce qui s'était passé. Mais ils ont leur manière de communication, leur manière de communiquer. Je ne peux pas les apprendre pour nous. Mais seulement, ce que moi j'ai compris, c'est qu'il doit y avoir des cas, des positions qui ne sont pas acceptées. De toute façon, Alpha Condé avait déjà dit sur un média, Messa Fioclo, que les deux positions sont trop éloignées les unes des autres. C'est ce qu'il a encore dû constater à cette troisième réunion. Oui, vous savez, pour une première fois, il n'y a pas eu de fuite au cours d'une réunion. Et je ne sais pas si c'est parce que c'est à l'étranger. Et personne ne peut dire véritablement ce qui s'est réellement passé. Tout ce qui se passe sur des réseaux sociaux, ce sont des suppositions. Ce sont des travaux de laboratoire. Et tout le monde peut dire ce qu'il veut. Mais aujourd'hui, comme ils sont revenus, et connaissant la C14, elle doit nécessairement, dans les jours à venir, convoquer une conférence de presse pour situer l'opinion de ce qui s'est passé. Quant à l'UNI, vous savez depuis un certain temps que l'UNI ne communique pas. Donc, nous attendons ce qui va arriver dans les prochains jours pour qu'on soit situé. Mais le plaisir pour moi, comme je l'ai dit tantôt, c'est le fait qu'il n'y a pas eu de fuite. Comme l'a dit mon jeune frère, si c'était à Lomé, on aurait dû écouter des choses, écrire des choses, etc. Et ce statu quo arrange tout le monde parce que nous sommes dans le suspense. Ici, il n'y a pas question de qui a gagné et qui a perdu. Tout ce que je sais, c'est qu'un journal a écrit les exigences de la C14 sont au top. À prendre ou à laisser. Or, en dialogue ou bien en négociation politique, il n'est pas question de apprendre ou à laisser. Quand tu ne donnes pas à la main gauche, l'autre doit prendre par la main droite. J'ai dit tout à l'heure sur une radio que nous sommes des Togolais et nous devons résoudre nos problèmes nous-mêmes. Feu Gnassingbé Adema a dit les étrangers ne viendront pas construire le Togo à notre place. La classe politique n'a qu'à voir l'intérêt supérieur de la nation et de la population parce que c'est depuis presque un an, le vécu quotidien du Togolais est difficile. Les gens n'arrivent plus à mettre le foyer, à faire la pâte au feu dans son propre foyer à la maison. On donne 150 francs aux enfants d'aller acheter dehors parce que c'est difficile. Ils ne comprennent pas ça parce qu'ils ne vivent pas la situation que vivent. Ouais, bon, nous avons spéculé même pour dire que la politique togolaise entraîne dans un business politique où l'argent circule. Quand l'argent circule, celui qui reçoit l'argent ne se soucie pas des autres. Et c'est ça, c'est une vérité. D'accord. Abel, je pense que, en tout cas, de toute façon, les questions qui ont dû revenir au dialogue, c'est la question du recensement, la question de l'UFC. Peut-être nous, on va croiser notre regard sur ces deux questions. Sur la question de l'UFC, quelle est votre lecture de ce sujet qui fait débat il y a très longtemps? Il est vrai que j'aime le droit. Mais je comprends qu'en politique, le droit ne règle pas tout. Si on suit la loi qui pose statut de l'opposition, l'UFC a de quoi, surtout qu'il a un soutien de taille, ça y est, le gouvernement. Pour lui unir, l'UFC a de quoi revendiquer une place au sein de cette CENI. Parce que cette loi qui, par ailleurs, donne les dispositions qui donne droit de jouir du titre de chef de file de l'opposition, c'est cette même loi-là qui affirme qu'il suffit ou qui dispose qu'il suffit de se déclarer de l'opposition pour être de l'opposition. Alors, si l'UFC ne s'est même pas déclaré, ça a été un tintamarre. L'UFC dit partout où elle passe qu'elle est de l'opposition. Et donc, en tant que tel, l'UFC a de quoi se revendiquer être de l'opposition. Mais comme je le disais, le droit ne règle pas tout dans une société, encore moins en politique. À mon avis, l'UFC, ce grand parti-là qu'il était, devait aujourd'hui dire, si ça ne tient qu'à moi, mais je me retire pour que les choses puissent aller. Parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui, quand on va parler de reprise du recensement, même si ce n'est que partiel, ça serait encore des milliards, en tout cas plusieurs centaines de millions qui seront déboursés du contribuable togolais. Pendant ce temps,
nous manquons de tout. Je parlais d'un voyage tout de suite au Grand Nord. Quand vous voyez les écoles, les systèmes sanitaires ou les centres sanitaires et tout, vous allez vous dire, mais à Lomé, nous sommes dans un paradis. Et donc, c'est encore des centaines de millions qu'on va encore débourser. À cause de quoi? Quelque part à cause de l'UFC et peut-être soutenu par UNIR. Et donc, moi, je me dis, si ça ne tient qu'à moi, l'UFC doit prendre de la hauteur pour s'éclipser et dire, mais puisque vous pensez que c'est moi, je m'éclipse pour que vous puissiez continuer. Et puis si UNIR a peur de perdre la majorité, UNIR, on a dit 8-8, mais il y a quand même une place pour l'administration. Et on sait aujourd'hui que... Ça aussi, la coalition dit, cette place doit être occupée par un étranger qui ne doit pas avoir voix délibérative. Oui, maintenant, même si cette place est occupée par un étranger qui ne doit pas avoir voix délibérative, je suis sûr que même à 8-8, UNIR, si tout se passe bien, même au sein de la CENI, peut damer le pion à la coalition. Dans la mesure où déjà c'est une coalition qui est hétéroclite, et c'est ce qui est normal. J'avais dit entre-temps que le temps joue contre cette coalition. Il y a une divergence dans cette coalition qui fait que c'est difficile de rester pendant très longtemps ensemble. Donc même 8-8, UNIR a de quoi ne pas craindre. Mais le problème, c'est que chacun tire le droit de son côté. Ce qui est en jeu, ce n'est pas l'intérêt supérieur de la nation, ce sont les intérêts des partis d'abord, et c'est devenu presque la norme dans un système des partis comme le nôtre. Georges Zéro, vous pensez que Alpha Condé a pu s'imposer sur cette question de l'UFC? Bon, et avant de répondre à cette question, je voudrais dire à mon ami juriste que aujourd'hui, nous parlons de l'UFC qui doit sortir de la CENI, et comme il le dit, qu'il souhaiterait que ça soit le cas et que l'UFC prenne de la hauteur. Mais je voudrais lui dire que à un moment donné, quand nous faisons des calculs, nous disons, mais entre-temps, le patron de l'UFC était sorti, a fait une conférence de presse et il a demandé au président de la République de se retirer. Pour 2020. Oui, pour 20 ans et pour 2020. Mais tout le monde a acclamé. Nous avons dit que, bon, il a bien fait. Aujourd'hui, cette question d'opposition parlementaire ne doit pas se poser, d'autant plus que l'UFC est un parti parlementaire d'opposition. En réalité, si on lui confère ce siège, en réalité, il ne doit pas y avoir de problème. Peut-être comme on raisonne en termes de protagonistes de la crise, oui. Ça change la donne. C'est ce que j'avais dit par rapport au RDC. Il ne faut pas qu'à un moment donné, ça devienne une bipolarisation. Bipolarisation de la politique. Ça veut dire que c'est deux pôles qui décident des autres. Pour l'instant, c'est-à-dire... Oui. Mais au fait, c'est ce que nous disons. Nous parlons de l'intérêt supérieur de la nation. Les autres aussi ont quelque chose à dire. Même si nous prenons les autres partis, si nous pensons qu'ils n'ont pas drainé de foule ou bien ils n'ont pas beaucoup de militants, ils font partie de la nation. Ils font partie du Togo. Ils ont leur mot à dire sur comment est-ce que les orientations à donner à ce pays. Mais si aujourd'hui, nous voulons que ça soit seulement deux camps, et que les deux camps aujourd'hui que nous voyons sont tellement isolés, on ne saura pas. C'est des présidents qui sont élus pour un mandat et ils ont obligation de donner résultat dans leur pays. Nous devons nous asseoir. Nous disons qu'il faut intégrer maintenant la crainte de Dieu. La crainte de Dieu qui nous permettra la crainte de Dieu en politique. C'est pour cela que nous, à Clé, nous disons ça, parce que si nous devons nous en tenir à ces vaines discussions qui continuent, nous n'allons pas arriver. D'accord. Venons à ce que... Mais Fioclo, sur la question de l'UFC, je reviens toujours là-dessus. Alpha Condé a pu donner la solution, c'est-à-dire va appeler peut-être Gilles pour lui dire, je ne sais pas entre les deux, je sais pas, Gilles est plus âgé qu'Alpha Condé. Gilles sera 82 ans en février. Bon, cher ami, vu ton âge, vu ton expérience, il serait bien que tu libères le plancher pour qu'on évolue. Si nous prenons la feuille de route du 23 septembre,
les termes qui ont été cités sont les suivants. Les protagonistes de la crise, les deux entités, et recensement, inclusif. Dans le cas d'espèce, c'est un accord politique qui est signé. Le test qui autorise les gens à se déclarer opposition parlementaire ou quoi, est du coup banni selon moi. Dans ce cas, il fallait ne pas dire en respectant la loi. Quand on a dit en respectant la loi, ça remet tout en cause. On a dit en respectant la loi. Et la loi, c'est quoi? Le code électoral et la Constitution. Oui. Parce que quand l'accord politique vient, on prend en principe l'accord politique. Ce qui a été lu la dernière fois, c'est un accord politique. Et c'était un relevé de conclusion. Les deux partis étaient dans la salle et ont donné leur accord. C'est-à-dire ils ont dit que c'est un relevé de conclusion. Oui, les deux partis sont d'accord pour ça. Mais par la suite, on a accepté cet accord. Les 8-8 là, ça concerne qui? Les deux protagonistes. Et c'est pourquoi moi j'ai toujours soutenu ce qui suit. L'UFC doit prendre de la hauteur pour dire, comme les autres partis extra-parlementaires l'ont fait, le NET et le BI l'ont fait, ils ont quitté. L'UFC quitte. Même si l'UFC participe actuellement au gouvernement, cela ne veut pas dire que l'UFC a droit de. Parce que c'est un accord qui les lie. On n'a pas fusionné l'UFC avec l'UNI. S'il y avait fusion, automatiquement, l'UFC devait être la partie intégrante de l'UNI. Mais ici, tel n'est pas le cas. Ce qui veut dire que l'UFC exerce indépendamment ses activités. Ce qui veut dire que par rapport à la feuille de route, 8-8, c'est clair. Et l'UFC doit tirer sa conséquence. Bon, c'est mon point de vue. Si vous permettez, d'abord, avant de revenir à l'UFC, il y a une chose qui me tient tellement à cœur. Le pasteur, je crois que c'est Ntoumi au Congo, Brazzaville, et puis il y a le pasteur Pierre Nkurunziza. Les deux pris ensemble, ça fait plusieurs centaines de morts. J'aime quand on parle politique, qu'on différencie l'intemporel du temporel. Quand le domaine de Dieu, c'est le domaine de l'intemporel. Et parfois, c'est le domaine de la déraison. Parfois, c'est le domaine de la déraison. Donc, c'est vrai, on peut parler de la crainte de Dieu et puis tout ça, mais quand on est politique, parlons de la construction de la société et n'évoquons pas Dieu à tout bout de champ. Moi, je suis pour, même si je comprends mon ami, c'est leur idéologie, je suis pour une séparation entre l'intemporel et le temporel dans la politique. Voilà, dans la politique. Mais la politique, c'est quoi? C'est la gestion des affaires de la CEDE. On va faire ce débat. Donc, maintenant, vous aurez la parole. Pour revenir à l'UFC, je comprends la position de l'ami parce que il n'est pas, ou leur parti n'est pas membre de la CENI, alors qu'ils peuvent estimer. Je me rappelle bien qu'en 2013, Clé était la première force extra-parlementaire. Et comme tel, puisqu'il y a des extra-parlementaires qui doivent être au sein de la CENI, Clé peut revendiquer une place au sein de la CENI. Donc je comprends sa déclaration. Mais on dit toujours que les absents ont tort. Est-ce que Clé est pour ou contre les réformes? Est-ce que Clé a intégré une association pour pouvoir peser? Aujourd'hui, les gens ont eu une vision assez claire. En fait, pas une vision assez claire, mais les gens étaient visionnaires et ils ont intégré la C14, où ils ont intégré un groupe qui a formé, qui s'est retrouvé à 14 pour pouvoir peser. Parce que, je parie, ce n'est que mon avis, il y a des partis au sein de la C14 qui ne peuvent pas peser le poids politique de Clé aujourd'hui. Mais ces partis-là peuvent se réclamer, peuvent se retrouver à la CENI tout simplement parce qu'ils font partie d'un regroupement. Par rapport à l'UFC, moi, je dis que l'UFC n'a pas sa place au sein de cette CENI. Je ne raisonne pas juridiquement, mais je raisonne politiquement, même si je ne veux pas non plus aller dans le sens du bon sens et de la morale, parce que là, le bien, le mal également, ça devient une vision manichéenne. Je voudrais dire à mon frère juriste que la politique, comme je viens de le dire, simplement, c'est la gestion de la cité. Vous ne pouvez pas gérer quelque chose
n'étant pas honnête, fidèle dans la gestion de la chose. Je n'ai pas dit le contraire. Oui, et donc ce sont des valeurs que nous appelons la crainte de Dieu. Il y a des gnostiques dans toute société. Oui, il y en a qui ne croient pas à Dieu. Ne vous en faites pas, parce que depuis 90 jusqu'à présent, on a tout essayé. C'est seulement ce caractère du crainte de Dieu que nous n'avons pas essayé, alors que nous avons dit, nous, peuple togolais, plaçons notre protection sur Dieu. Mais c'est quel Dieu? Nous ne savons pas, parce que si le juriste me dit aujourd'hui, c'est quel Dieu, là, ça veut dire qu'on doit interroger notre constitution. Il raisonnait en politique. Donc, alors que la constitution... On va quitter le débat de Dieu. Non, ce que je voudrais dire, là, pour l'UFC, ça doit être une décision de l'UFC. On ne peut pas obliger l'UFC à prendre cette décision. C'est pour ça que j'ai posé la question à M. Foucault. Est-ce que Alpha Condé, je suppose qu'il connaît Gilles-Christ Olympio, peut décrocher son téléphone, lui dire grand frère, pour l'intérêt du pays, quitte? Non. Mais l'UFC peut-être est en train de penser, je dis peut-être, penserait que sa place ne fait pas obstruction à l'intérêt du pays. Mais si vous pensez, je pense que l'UFC a clarifié sa position. Si la CEDEAO demande à ce que l'UFC quitte, l'UFC quittera. Donc pour moi, cette question ne se pose plus. Mais ils savent que la CEDEAO ne va jamais demander à l'UFC. Donc la CEDEAO peut demander à l'UFC. C'est pour cela qu'ils demandent à ce que... Moi, je pense que... En tout cas, le docteur Eko ici a clarifié. Il a précisé qu'ils ont dit, si par absurde, la CEDEAO leur demandait. Ça veut dire que... Non, c'est dit qu'elle ne peut pas demander, en tout cas, c'est ce qu'il a dit. Les gens savent que la CEDEAO ne peut pas demander. Mais il y a d'autres enjeux. Il y a d'autres enjeux que nous devons faire face, par exemple, ce que l'audit du fichier. Oui. C'est la question que j'allais poser à M. Foucault. Alpha Condé a-t-il réglé la question du recensement? Parce que certains disent, on doit reprendre à zéro, ça tout le monde dit. C'est pas très sûr, on peut donner 2-3 jours de prolongation. Est-ce que Alpha Condé aurait pu faire des propositions concrètes? Je viens de dire tout à l'heure qu'il n'y a pas eu de fuite, on n'a rien su, que c'est au cours de la conférence peut-être de la C14 qui a assisté aux discussions. Dans la conférence aussi, la C14 va présenter les choses à sa manière. Oui, c'est ce que je dis. Forcément, ça ne nous permettra pas d'y voir très clair. Aujourd'hui, la facilitation, Alpha Condé a joué son rôle. Il a eu ce mérite-là de convoquer les protagonistes chez lui, en présence du comité de suivi. Mais tout ce qui a été dit, personne n'est au courant. Je ne peux pas dire aujourd'hui que... C'est ça aussi le quoi, qu'il n'y a même pas un communiqué. C'est ce que moi j'ai dit. Si ça a réussi ou pas, il devrait y avoir un communiqué final et signé par les 3 parties. Et si nous avons ce communiqué, à partir des termes, nous pourrons savoir ce que nous devons prendre comme conclusion. Mais tel n'a pas été le cas. Et quand on dit que c'est la rencontre de Conakry n'a pas réussi ou bien est en demi-teinte, moi aujourd'hui, je peux dire que déjà c'est un grand pas. Il y a eu ce statu quo depuis le 23 septembre et il y a eu cette rencontre qui a élucidé et qui a prouvé aux facilitateurs les blocages de l'un et de l'autre. Déjà, ça donne une projection pour la conduite à suivre. Oui, en attendant la clarification de la situation par les protagonistes et probablement par les facilitateurs, on peut quand même se jeter dans certaines analyses. Je peux affirmer avec certitude qu'il n'y a pas eu de miracle à Conakry. C'est-à-dire que les 2 parties, comme par extraordinaire ou par enchantement, ne sont pas tombés d'accord sur tous les points. Autrement, il y aurait un communiqué ou une conclusion qu'on publiera rapidement. Maintenant, il se peut qu'il y a eu quand même certaines avancées. Il se peut qu'il y a eu quand même certaines avancées où il n'y en a pas. Ce qui est sûr, les 2 parties n'ont pas accepté, signé quelque chose qui sanctionne cette rencontre. Ça, on peut le dire avec certitude. Autrement, les facilitateurs, surtout Alpha Condé, qui aime le leadership et tout ça, ne va pas quand même bouder son plaisir en brandissant un accord trouvé comme par miracle chez lui. Donc, il n'y a pas eu un accord entre les 2 parties. Maintenant, il se peut
Et là, je me réjouis du fait que finalement, ce rendez-vous n'a pas eu lieu à Lomé, parce que quand on est dans le monde de la politique, et également, c'est pas très loin du populisme. Si c'était à Lomé, on va voir les gens qui vont claquer la porte et rentrer dans leur voiture pour aller à la maison. Mais à Conakry, vous êtes à l'étranger, vous ne pouvez pas claquer la porte comme ça. Et dans l'avion qu'on vous a envoyé. Justement, donc il se peut également que n'ayant pas trouvé d'accord là-bas directement, puisque nous sommes Togolais, nous connaissons un peu le régime, il se peut que là, je précise encore, il se peut, ce n'est pas pour rien que je le répète, il se peut que là, il y a eu des problèmes où on a dit on doit se référer au président de la République. Comme on en trouvait à Lomé. On se rappelle que lors du dernier passage, Nana Akufo-Addo a dû inviter, parce que les gens employer des thèmes que j'estime un peu discourtois de convoquer, inviter le président togolais à venir. Là-bas, ça serait difficile qu'on l'invite immédiatement à venir en Guinée. Donc, il se peut que les facilitateurs ont dit, on va venir, puis c'est ce qui a été dit, qu'ils viendront dans les prochains jours. Il se peut qu'ils viendront discuter avec le président de la République togolaise, de la République togolaise plutôt, pour que finalement des compromis soient trouvés afin que les élections soient organisées. Peut-être pas le 20 décembre, parce qu'il va falloir convoquer le corps électoral. Il faut 45 jours entre la convocation et la tenue du scrutin. Donc, il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Il se peut que nous allons vers le report justement des élections. Alors, justement, Georges Hérault, tout cela se fait. On n'oublie pas qu'il y a la date du 20 décembre. Dans l'hypothèse actuelle des choses, est-ce que le 20 décembre vous semble tenable? C'est ce qu'on se pose comme question. Au fait, nous à Clé, on travaille parce qu'on ne fait pas partie de la CENI, on ne fait pas partie de la CELI, on ne fait pas partie du dialogue. Donc nous, on suit notre ligne directive, mais seulement ce qu'on se pose, c'est ça. Le 20, on n'a pas encore lancé les candidatures. Le 20, c'est dans quelques 20 jours et on va... Alors qu'il y a l'audit du fichier électoral qui est en cours, les résultats, je crois que incessamment, les résultats vont sortir. Dans une semaine, il paraît. Que le résultat doit sortir. Moi, je pense que c'est là l'enjeu, parce qu'il faudrait qu'on s'en tienne à la transparence des élections, du scrutin. Et quand ce qui concerne le recensement, aujourd'hui, nous savons que certains leaders ne sont pas recensés, alors qu'ils ne peuvent pas participer à l'élection lorsqu'ils ne sont pas... La loi aussi ne demande pas à tout le monde d'être recensé d'abord. Je crois que le code électoral exige à ce que le leader soit sur une liste. Si vous n'êtes pas recensé, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire d'élection. Oui, je sais. Non, c'est ce que je veux dire. Le vote n'est pas obligatoire. Donc tout cela, ça nous amène à poser beaucoup de questions, à savoir à quand la libération du peuple. Bon, d'accord, c'est une question difficile. Mais ça veut pour la dernière question. Le train qui s'était lancé à un moment donné là connaît quelques difficultés. Non, je ne peux pas parler des difficultés en ce sens que... Le train devait arriver à quel 20 décembre, mais là, je ne suis pas sûr. C'est ce que je dis. Il est clair que la date pour le dépôt des candidatures et pour la convocation du corps électoral ne peut plus être respectée. Dans ce cas, il faut tirer les conséquences. Merci. Puisque vous parlez de train, je sais que c'est une métaphore de Gilbert Bahara. Je profite pour lui passer un coucou. Ça lui fera plaisir. Merci Abel Clousset, Georges Hérault, merci. Messan Fioclou, merci à vous aussi. Merci à vous tous qui nous avez suivis. On se retrouve demain sur ce même plateau.